d'une bande d'amis simples qui ont été voir du coup le film Iron Man. Iron Man, si vous connaissez un petit peu avec l'héros Tony Stark, il est accompagné tout le long du film par une intelligence qui s'appelle Jarvis. L'intelligence artificielle, elle est contrôlée à la voix et elle permet de l'accompagner tout le temps. Et à la base, le rêve de gosse, c'était un peu ça. C'était de créer notre intelligence artificielle qui nous accompagne. Alors ça commence avec des espèces de locaux très fermés, tout petits, à 3 personnes. Et on arrive à créer en fait le premier hardware avant Google Home et avant Alexa pour mettre au sein des habitations pour qu'ils puissent contrôler l'ensemble par le biais de la voix. Et ça fonctionne. Sauf que, évidemment, 2017 arrive, les GAFA, Google Home et Alexa se mettent en place et il faut pas être idiot, il faut savoir se mettre au bon niveau. On décide de changer un peu notre fusil d'épaule, mais de continuer dans l'intelligence artificielle, mais plus nécessairement avec notre hardware, mais toujours dans la spécialisation de la reconnaissance vocale et de l'intelligence artificielle. Par la suite, du coup, on continue à évoluer, 7, 10 personnes, 15 personnes, puis 30 personnes aujourd'hui. Et on est du coup spécialisé en une phrase en reconnaissance vocale, en intelligence artificielle. En une phrase, on fournit aujourd'hui un kit de développement logiciel qui permet à tout type de secteur d'activité et tout type d'entreprise de réaliser eux-mêmes leur propre interface vocale, leur propre assistant vocal. Voilà ce que Vivoca fait aujourd'hui. D'accord, eh ben, c'est un pitch en tout cas très efficace. C'est gentil. Et dans ce cadre-là, moi, ça m'intéresse également parce que donc, c'est assez innovant et j'ai pas connaissance d'autres projets de ce type. Quelle motivation a été de multiplier l'expérience du CES donc? Alors, l'expérience du CES, ça a déjà 3 vertus incroyables. La première, c'est ce qu'on appelle la vertu purement business. On rencontre au CES des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées ailleurs, et en physique ou à distance. Exactement ce dont on pourra approfondir tout à l'heure. Mais on s'est retrouvé avec des situations à rencontrer des C-level, dû nos 10 têtes qui étaient au CES à l'époque, qu'on n'aurait mais jamais eu autrement. Une anecdote drôle, c'est qu'on a rencontré plus de décideurs français à Las Vegas qu'en France, même en les cherchant en France. Ça, c'était assez impressionnant. Les premières années, et ensuite, ça a été rodé. Et on y va pour 3 notions particulières. Notion numéro 1, c'est une notion de business, donc de lead et pur et dur en mode commerciaux. Le deuxième point qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est l'aspect partenariat technologique dans notre sens, et également partenariats commerciaux avec tout type de prescripteurs ou d'ambassadeurs pour nous aujourd'hui qu'on a rencontrés au sein du CES. Cette année, par exemple, on a signé notre premier plus gros contrat avec un partenaire plus de vente, on va dire, grâce au CES. Sinon, on les aurait jamais rencontrés de cette façon-là. Et le troisième point qui est essentiel, c'est la communication. Puisque quand on va au CES, ça donne une visibilité de malade, et la visibilité de malade qui est recensée derrière, forcément, il y a des très belles retombées. Aujourd'hui, de l'avoir renouvelé, on n'a jamais été déçu d'un seul de nos CES, même celui en digital, pour d'autres raisons un peu différentes, mais dans l'ensemble, à chaque fois qu'on y était, on a résolu les trois objectifs qu'on avait, c'était le business, la communication et le partenariat. D'accord, donc ça reste quand même une plateforme qui, même pour un projet existant et qui commence à avoir quelques années, reste vraiment un sacré tremplin, je suppose. Alors, ça reste un sacré tremplin, en tout cas pour nous, à titre personnel. Je sais qu'il y a pas mal d'avis qui sont beaucoup plus mitigés. Ils ont l'impression qu'il y a un aspect de redondant. En même temps, on devient tellement exigeant qu'on a du mal à voir ce que c'est vraiment de l'innovation. Mais en réalité, quand on cherche bien, il y a toujours des folies. Vraiment, il n'y a pas un autre salon équivalent pour l'innovation que celui-ci à l'heure actuelle parmi tous ceux que nous on a, que nous on a fait. D'accord. Vous, quelle est votre sensation quant à l'écosystème donc entrepreneurial français? Alors, nous concernant à titre personnel, en fait, si on regarde l'année 2020, et je pense ne pas me tromper en disant ça, malgré la crise du Covid, il n'y a jamais eu autant d'entrepreneurs en France. C'est en création d'entreprises, je crois qu'on est à plus de 800 000 ou quelque chose comme ça. J'ai vu cette stat hier, donc comment je le vois?
moi, je le vois d'une façon plutôt positive, où déjà on rentre dans des nouvelles générations qui ont envie d'indépendance, qui ont envie de tenter des choses. Que ce soit des entreprises écologiques, des entreprises RSE, des entreprises de finance, peu importe. J'ai la sensation qu'ils se portent bien, qu'on est plutôt bien accompagnés. Je prends notre cas, en tout cas parce que 6 ans d'existence, c'est pas non plus 20 ans. Hein. En 6 ans, on n'a jamais douté de toutes nos institutions tout autour qui nous ont vraiment accompagnés tout le temps. Donc, nous, on a une bonne sensation. J'ai la sensation que ça bouge vraiment pas mal. Après, c'est toujours pareil. C'est à quel point entreprendre donne des projets réels et ancrés par la suite, ou à quel point ça ne le donne pas. Mais nous-mêmes, on est dans un groupement d'entrepreneurs avec beaucoup de gens de nos âges à côté, de moins de 30 ans, qui en prennent absolument partout, qui font des folies. Donc moi, je le sens plutôt bien. En tout cas, on a un bon mood dessus et je pense que ça va évoluer dans le sens-là pour des raisons d'indépendance, de flexibilité, d'envie et aussi pour certains d'argent. C'est une des plus belles manières de vivre l'entrepreneuriat aujourd'hui et je pense que la France peut nous apporter ce côté aide institutionnelle et visiblement le Covid n'a pas tout retardé. Ils ont réagi très vite sur les prêts d'État, ce genre d'éléments. D'accord. Et parce que si mes informations sont bonnes, donc vous avez déjà réalisé plusieurs levées de fonds avec Oui. Vivoca. Donc ça, c'est également un parti pris entrepreneurial que d'opter pour la levée de fonds. Et donc, parce que je pense que vous avez un avis assez pertinent là-dessus, avez-vous perçu une évolution dans le financement de projets innovants depuis le début de la crise à ce niveau-là? Alors, nous, en toute transparence, on a la chance d'avoir des investisseurs historiques. Puis ils nous ont fait confiance au début, ils nous ont fait confiance une deuxième fois, puis une troisième fois. C'est des gens sur qui on a pu compter. Ce sont des gens sur le territoire français, sur le territoire français essentiellement. D'accord. Voilà. Et pour deux d'entre eux luxembourgeois, donc vraiment touchés. Donc il y a cette notion vraiment d'investisseurs privés qui nous accompagnent. Donc nous, on n'a pas eu besoin nécessairement de pousser ça plus loin. Par contre, en réalité, nous-mêmes, là, on a pas mal d'investisseurs qui sont encore venus nous voir cette année. Alors des fonds beaucoup plus gros, puisque quand on a commencé à lever près de 3,5 millions, forcément, si on refait une série A, forcément, c'est avec des fonds privés plus gros. Et ces aspects-là, nous, on a la sensation, en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent, dans les phases de crise, il y a ceux qui sont en crise et qui reculent, et il y a ceux qui sont en crise et qui trouvent les opportunités dedans. Nous, par exemple, pourquoi notre projet peut séduire ? C'est simplement le Covid, ça a ramené quelque chose, c'est l'aspect touchless, l'aspect vraiment on ne touche plus les bornes, on préfère mettre de la voix, contrôler les interfaces de cette façon-là. Et on voit le nombre de demandes qu'on a eues par rapport à ça. Forcément, ça donne des KPI importants derrière. Et on n'a pas senti, nous, à titre personnel, de ralentissement sur les demandes d'investisseurs qui venaient. Pas de prudence. Plus de prudence sur les choix des projets éventuels, mais pas moins d'argent, entre guillemets. Parce qu'en phase de crise, on sait très bien qu'il y a toujours des opportunités et que beaucoup d'investisseurs en profitent pour les saisir à ce moment-là. D'accord. Et est-ce que vous considéreriez que la France est quand même assez bien placée vis-à-vis du reste du monde en tant que client pour vous? Ou est-ce que vos clients sont potentiellement plus en dehors des frontières ou est-ce qu'il y a vraiment une demande sur le territoire? Alors, je vais vous répondre, on est à l'international aujourd'hui. Quand on va au CES, c'est que évidemment, on a plein de clients qui sont de différents pays. Enfin, on va de l'Allemagne, on va jusqu'aux Pays-Bas, on va jusqu'aux États-Unis, on va jusqu'au Canada, on va même jusqu'à Tokyo. Enfin, vraiment, on a un ensemble vraiment lourd. Donc, tant mieux pour nous. On a évidemment du ressentiment français. Et je vais vous dire comme ça, on parle de moitié-moitié. Globalement, on fait, je pense, autant de chiffres en France qu'on en fait à l'étranger. On a commencé l'internationalisation seulement réellement avec le produit viable qu'on vend encore aujourd'hui qui s'appelle le Voice Development Kit, le VDK, il y a un peu plus d'1 an et demi. Donc en réalité, la sensation est plutôt bonne, que ce soit en France ou à l'international. Et on a les mêmes... c'est une question de culture d'entreprise et de culture de marché, mais en réalité, on a la même bonne sensation. Il y a une réponse des deux côtés. On n'a pas la sensation de devoir s'exporter pour pouvoir faire du business.
D'accord, parce qu'on a vu donc quand même, moi en tout cas dans le cadre de la couverture du CES, j'ai eu l'occasion d'interviewer pas mal de solutions innovantes et de nouveaux projets, Ouais, notamment qui étaient incubés sur la métropole d'Aix-Marseille ou sur la métropole qui est plus dans le côté de Sophia Antipolis, parce qu'il y a un gros bassin bien d'innovation sûr. là-bas. Et c'est vrai que certains remontaient le fait qu'il y avait quand même une latence entre la demande qui va émaner de l'étranger pour des projets innovants, notamment dans le médical par exemple, et qui était donc encore, les Français étaient à la traîne en concernant la demande sur des solutions comme celle-ci. Donc c'est pour ça que ma question était Ben, orientée en là-dessus. fait, je vais vous dire, si vous regardez les dernières news qui sont passées un peu sur Vivoca, voilà, on sait qu'on a gagné un appel à projet avec Aéroport de Paris. Il y a deux grandes banques françaises qui nous ont rejoints, mais dont je ne peux pas dire leur nom extrêmement récemment. C'est pas que j'ai pas le même avis, c'est que je vais vous dire, ça va vraiment dépendre du type de groupe. On a vraiment des grandes PME à l'international qui nous ont répondu extrêmement vite. On a des belles PME françaises qui nous ont répondu vite, même des grands groupes. Et puis on a aussi l'inverse, des, des plus petites entreprises ou moyennes qui ont mis juste plus de temps. Parce que dans l'innovation, de toute façon, les gens n'aiment jamais être les premiers. Ils veulent jamais être les derniers. Ils veulent pas être les premiers pour pas, entre guillemets, se casser la gueule si ça fonctionne pas. Par contre, ils veulent pas être les derniers parce qu'ils savent qu'ils ont perdu leur barrière à l'entrée et leur avantage concurrentiel. Donc, moi, dans ma phase, on a l'impression qu'on est à la phase des deuxièmes maintenant, parce que la voix s'est bien démocratisée, notamment grâce au GAFA, on ne va pas se voiler la face, et on sent que maintenant, les arguments pour convaincre d'utiliser la voix ne sont plus les mêmes qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il y avait un doute sur est-ce que c'est l'interface du futur. Maintenant, c'est l'interface du futur, mais comment on fait? Et nous, on aide à argumenter sur le comment on fait. Donc cette sensation, je ne l'ai pas de la même manière sur l'aspect latence. Bon, on sait que les grands groupes, c'est plus long, en règle générale, mais je n'ai pas cette sensation-là, en tout cas. D'accord, donc c'est très bien parce que ça fait le lien avec ma question suivante qui est Vivoca a 6 ans, si j'ai bien compris, et donc conserve ce statut d'entreprise innovante, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on voit que l'innovation, c'est pas la question d'années ou même de mois, sur le temps d'une année, mais ça dure dans le temps, surtout quand on est sur des innovations profondes dans nos façons d'utiliser nos appareils ou Bien sûr. d'interagir avec eux. Est-ce que vous auriez peut-être des conseils pour les entrepreneurs de l'innovation, particulièrement français, pour les rassurer peut-être ou pour leur donner des conseils pertinents en tant qu'entrepreneur dans l'innovation? Alors, moi, je donnerais 3 conseils. La toute première, c'est ne rien lâcher. C'est comme ça, c'est ne rien lâcher et y aller. Évidemment, c'est un conseil d'entrepreneur qu'on peut dire un peu bête, mais en réalité, il y avait une phrase qui était dite qui expliquait que la différence entre un entrepreneur qui réussit et celui qui échoue, en fait, c'est la ténacité. C'est très vrai, notamment dans l'innovation, parce que l'innovation, en fait, on ne répond pas à un besoin, on a une notion de le créer, souvent. Le deuxième point, c'est d'écouter. D'écouter, on a beaucoup écouté, on prend des conseils absolument partout, tout le temps, mais vraiment encore aujourd'hui parce que le marché voilà, s'adapte. Et le troisième, c'est l'adaptation. Et il ne faut pas que le cœur passe toujours au-dessus de la raison, il faut beaucoup de passion. Nous, on adore toujours ce qu'on fait, on ne sort pas de la voie, c'est toujours notre point. Mais par exemple, si en 2017, on ne décide pas de tourner en aidant les entreprises, en ayant leur propre interface vocale, et on reste borné sur le fait d'avoir un assistant physique chez les personnes, je pense que la stratégie d'entreprise est la mauvaise. Donc voilà, je dirais vraiment ténacité, écouter et adapter. Voilà. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Et pour l'instant, on a la chance d'être plutôt récompensé par ça. D'accord. Et peut-être que c'est un peu trivial, mais je ne sais pas si dans l'avenir vous allez être sur encore une stratégie de levée de fonds afin de pouvoir aller chercher d'autres financements pour d'autres projets ou quoi. Mais en tout cas, sur le territoire, donc plutôt dans le sud, pas vraiment vous concernant directement, mais il y a un événement qui s'appelle le FeedMed. Je ne sais pas si ça vous parle. Le FeedMed, qui existe depuis 2015, qui est donc en fait un gros événement qui a lieu sur 2 jours différents, parce qu'une fois à Marseille, une fois dans la, sur Sophia Antipolis.
qui est sur le financement de l'entrepreneuriat et l'equity, sur lesquels je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant d'avoir des expériences comme le projet Vivoca, parce que c'est un vrai sujet, je pense, d'arriver à démystifier et de rendre plus accessible ce sujet de financement de l'entrepreneuriat. Je reste convaincu qu'en plus, il est accessible. Je dis pas qu'il est facile, j'ai juste que on le voit. C'est toujours ce stéréotype, mais si vous regardez le nombre de levées de fonds qu'il y a eu encore le mois dernier, j'ai vu le graphe il y a une petite semaine, c'est incroyable. On ne les entend pas forcément, mais des levées, il y en a tout le temps beaucoup. Aujourd'hui même, nos voisins du sud, nos anciens locaux, puisqu'on a déménagé pour nos propres locaux, mais qui sont également des amis, viennent de lever 9 millions de dollars, donc 7,5 millions d'euros. Hier même, en tant qu'entreprise de province de Metz, si je le dis un peu d'une façon là, c'est un peu provoque, c'est parce qu'en général, on pense que pour faire des levées, parce que là, dans leur cumul, ils sont à 15, pour lever ça, il faut forcément être dans des milieux extrêmement parisiens, quoi, mais je pense que peu importe à l'endroit où on est, alors oui, il y a des réseaux qui sont plus facilement dans les capitales, évidemment, mais on a quand même des possibilités d'ouvrir et ils en sont la preuve. Je pense qu'on peut un jour en être la preuve et puis ça fonctionne. Il n'y a pas de raison. Mais il n'y a qu'à regarder. Il y a plein d'investisseurs qui cherchent à bien investir. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs Vivoca et je pense que ces gens qui, comme vous parliez d'investisseurs historiques, sont, je pense, à l'heure actuelle très satisfaits d'avoir pris le risque. Je regardais les données confidentielles, mais que ce soit à titre de finance ou même à titre de cœur, parce que après, au bout d'un moment, quand on suit un projet comme ça pendant 5 ans, c'est qu'il y a une notion aussi d'affect. On va pas s'enlever ça. Il faut pas toujours croire que les fonds c'est que des KPI ou les investisseurs surtout privés c'est que des KPI ou des choses comme ça. Non, ils comprennent. Ils nous ont beaucoup accompagnés. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont très contents d'où ils en sont face à leur premier investissement. Et je pense que même humainement, ça a rapproché des liens. Ils nous ont conseillé comme jamais. Et je pense qu'ils sont pas mécontents de Vivoca et nous, on est super contents d'eux. D'accord. Eh ben, je pense que ça conclut extrêmement bien que l'investissement, ça se fait donc avec le porte-monnaie, mais avec le cœur aussi. Et donc, je vous remercie encore de cet échange. Avec grand plaisir, Marianne. Si je peux donner justement un des derniers conseils que nous, on a fait qui, pour moi, est important. Vos premiers investisseurs, pour ceux qui vont lever les premiers fonds, prenez des gens qui sont là pour vous aider tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est pas une question de récurrence, mais qui ont le côté cœur dont on parle, Marianne, puisqu'en fait, si vous vous sectorisez directement avec les points liés au sein de fonds, je vais pas dire malsains, mais très aspect chiffres et KPI et uniquement ça, et qui comprennent pas l'innovation. Alors ça c'est pire parce que l'innovation c'est pas les mêmes KPI que de vendre un produit déjà sur table et qui s'envoie, évidemment. Là c'est compliqué ensuite d'en sortir et de créer une bonne relation. Prenez des gens qui ont envie d'innover dans leur vie parce que comme vous l'avez dit, le cœur peut faire la très grosse partie du travail à ce niveau-là. D'accord, eh ben, je pense que ça conclut extrêmement bien et cet échange va être vraiment riche pour les auditeurs et en espérant vous voir au CS de l'année prochaine dans ce cas. On a hâte d'y retourner en physique parce que l'émulsion de Las Vegas, ça reste incroyable.